Attention, information importante. Comme chaque année, je serai au Salon du Livre d'Histoire de Versailles les samedis 22 et dimanche 23 novembre pour interviewer 12 auteurs et pourquoi pas vous rencontrer finalement. Ce festival 100% Histoire, c'est à l'Hôtel de Ville de Versailles, entre autres, de 14h à 18h30. Venez rencontrer les auteurs et pourquoi pas préparer vos cadeaux de Noël, puis aussi vous faire plaisir évidemment. Bon à savoir, l'entrée au Festival Histoire de Lire nécessite la réservation en ligne de votre billet. On se retrouve là-bas, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Ce que Netflix a compris, c'est un peu la même chose, mais alors en beaucoup plus lent, en beaucoup plus compliqué, entre la radio et les podcasts. Un jour, j'y reviendrai. Peut-être dans un live. Ce que Netflix a compris, c'est que la clé du succès n'est pas dans la rareté, mais dans la proximité. Le spectateur ne veut plus être spectateur, il veut être un partenaire. Et donc Netflix, faut pas croire, Netflix nous impose rien, elle propose. Bon, après on peut discuter, mais elle écoute, elle nous observe, elle nous analyse, et surtout, elle nous parle dans notre langue, pas seulement linguistique, mais notre langue culturelle. C'est comme ça d'ailleurs que commence la conquête du monde. En 2015, Netflix entame son expansion internationale à grande échelle, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Asie. Chaque pays découvre le même écran d'accueil, le même logo rouge, mais à chaque fois avec un contenu adapté. Ici des thrillers espagnols, là des drames français, ailleurs des romances indiennes. Netflix s'infiltre partout en se rendant local. Je crois qu'en France, la production française est minimum de 20%, je crois. L'exemple le plus frappant, c'est l'Espagne. C'est un des exemples les plus vus dans le monde. Une série tournée pour la télévision nationale, au budget modeste au départ, intitulée La Casa de Papel. Je pense que tout le monde l'a vue. Diffusée en 2017, elle passe totalement inaperçue dans son pays. Mais Netflix rachète les droits, la retravaille, la traduit, la met en avant sur sa page d'accueil. Et en quelques semaines, la série devient un phénomène mondial. Les masques d'Ali envahissent les rues, les réseaux sociaux, les carnavals. Vous avez une fiction espagnole quand même, qui devient un symbole global de résistance et de liberté. Qui n'a pas chanté la chanson italienne la fameuse chanson italienne de la résistance. Le message est clair, Netflix n'importe pas la culture américaine, pas seulement, elle exporte la culture du monde. C'est quand même fort. Cette stratégie repose sur une idée très simple, mais redoutable. La donnée n'a pas de frontières. Netflix sait que ce que les gens aiment partout. Elle sait que les téléspectateurs français adorent les séries policières scandinaves, que les Brésiliens raffolent des drames familiaux coréens, que les Italiens se passionnent pour les thrillers britanniques. Grâce à ces algorithmes, la plateforme crée des ponts culturels que la télévision nationale n'aurait jamais osé imaginer parce qu'elle n'a pas les fameuses données. Et ce faisant, elle invente un nouveau type de globalisation, non plus celle des produits, mais celle des émotions. Mais cette conquête, là encore, a un prix, c'est l'uniformisation. Parce que pour plaire partout, faut simplifier, lisser, calibrer. Les intrigues doivent être compréhensibles, les émotions universelles, les personnages archétypaux, si vous préférez. Et on l'a vu avec l'histoire du wokisme, qui a fini par faire mal à toutes les plateformes de streaming. Le format Netflix devient reconnaissable entre mille. Plans léchés, rythme rapide, dialogue efficace, bande-son immersive, une grammaire commune du divertissement mondial. Un langage visuel que tout le monde comprend et que certains finissent par trouver finalement un peu trop parfait. Et au cœur de cette globalisation du goût, un autre phénomène voit le jour, la nostalgie algorithmique. Et oui, Netflix comprend même ça, que les spectateurs ne veulent pas seulement découvrir du neuf, mais retrouver des émotions anciennes. Vous me voyez venir, c'est comme ça qu'en 2016 naît Stranger Things, un hommage à Spielberg, à Stephen King, aux années 80. Des vélos, des Walkman, des enfants courageux, des monstres venus d'un autre monde, tout y est familier, et pourtant tout est nouveau. Et la série explose. Et avec elle, Netflix atteint une dimension symbolique, celle de l'entreprise capable de créer des mythes universels. Stranger Things, The Crown, Narcos, Dark, à chaque fois des univers forts, cohérents, construits pour le monde entier.
Et chaque pays s'y reconnaît, chaque spectateur y trouve une part de lui-même. Netflix est devenu une fabrique de légendes modernes, à la fois globales et personnalisées. Mais ce triomphe suscite aussi la peur, parce que plus Netflix grandit, plus elle concentre de pouvoir. Pouvoir économique, évidemment, avec des budgets dépassant parfois ceux de certains États. Pouvoir culturel, surtout celui de décider ce que des centaines de millions de personnes verront demain soir. Ce pouvoir-là, insidieux, silencieux, invisible, est quand même inédit dans l'histoire du divertissement. Et les critiques commencent à parler d'une monoculture numérique, d'un empire du goût. On avait déjà ça avec Disney, mais c'était plus diffus, parce que c'est pour les enfants, et les enfants, ils aiment ça. Mais là, c'est pour tout le monde. Les réalisateurs s'inquiètent, évidemment, de la standardisation des récits. Les États redoutent la perte de leur souveraineté culturelle, déjà qu'ils ont perdu tout le reste, et nulle part, cette résistance ne sera plus vive que dans un pays en particulier, le nôtre, la France. Et quand Netflix décide de partir à la conquête du monde, il le sait à l'avance, un territoire sera plus difficile à pénétrer que tous les autres, la France. Non pas parce que les Français n'aiment pas le cinéma ou les séries, en fait bien au contraire, mais parce que la France, depuis des décennies, protège en fait sa culture comme un trésor national. Ça, c'était avant. Un pays où la télévision est un service public, où les librairies ont des prix fixes, où les films obéissent à une chronologie des médias réglée comme une horloge. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas pesté parce qu'on ne pouvait pas voir tel film, soit en DVD, soit en Blu-ray, soit en machin, parce qu'il y a cette fameuse chronologie des médias qui interdisait sa sortie avant 1 an, 2 ans, 3 ans, moi, quand j'étais petit. En un mot, la fameuse exception culturelle. Et c'est précisément ce que Netflix va venir bousculer, va venir exploser. On est en septembre 2014. Netflix lance officiellement son service en France. Je me souviens, je pense que vous vous souvenez tous, ça fait la une des journaux, les débats s'enflamment, les ministres s'inquiètent, on pensait même, je crois que même qu'au départ, Netflix était aux Pays-Bas et pas en France. La question n'est pas seulement économique, elle est symbolique, parce que Netflix ne se contente pas de proposer un nouveau mode de diffusion, elle remet en cause toute une architecture de règles, de valeurs et de coutumes. À commencer par cette fameuse chronologie des médias, héritée des années 80, 36 mois, 3 ans entre la sortie d'un film en salle et sa diffusion sur une plateforme payante, faut imaginer ça. On avait Canal+, nous à l'époque, dans les années 80, on avait juste Canal+, en plus des 3 autres chaînes. Il fallait attendre 3 ans et c'était une véritable révolution quand ce film passait sur Canal+. C'était une règle qui était faite pour protéger les salles de cinéma, qui étaient considéré comme le cœur battant de la création. Mais pour Netflix, cette règle est totalement absurde. Comment est-ce qu'on peut séduire des abonnés si les films récents sont inaccessibles ? Comment est-ce qu'on peut concurrencer la télévision si on diffuse toujours avec 3 ans de retard ? Et le choc, faut imaginer ça, est frontal. Et pour la première fois, la France découvre que sa conception du cinéma, fondée sur la rareté et la hiérarchie, entre en collision frontale avec une économie du flux et de l'immédiateté. Reed Hastings, pragmatique, choisit plutôt la diplomatie. Il installe un bureau finalement en France, il engage des équipes locales, il apprend les codes. Mais il y a toujours cette suspicion. Certains craignent que Netflix ne détruise le tissu culturel français, qu'elle ne dévore les chaînes, qu'elle ne formate le goût du public. Le ministre de la Culture de l'époque, Aurélie Filippetti, déclare « Netflix ne doit pas être le cheval de Troie d'un capitalisme culturel sans visage ». C'est des mots forts quand même. Et pourtant, malgré cette méfiance, la plateforme séduit. Dès les premières semaines, les abonnements explosent, parce que derrière les grandes déclarations politiques, qui souvent restent des déclarations, donc de la com, il y a les usages, les habitudes, les soirs de solitude. Et Netflix parle à tous ces gens-là. On en parle tous les jours, la dichotomie entre les médias, entre les politiques et entre le terrain. Les Français découvrent alors un nouveau plaisir, choisir sans attendre, zapper sans culpabilité, s'abandonner à la fluidité. Les séries américaines deviennent un langage commun, encore une fois. Breaking Bad, Orange is the New Black, House of Cards. Les soirées se transforment, les conversations aussi. Tu regardes quoi en ce moment sur Netflix ? Ça, c'est la question qui devient banale. C'est aussi banal que ce qu'on faisait avant. Tu lis quoi ? Tu vas où en vacances ? Non, maintenant, qu'est-ce que tu regardes sur Netflix en ce moment ? Netflix n'est plus un service, ça devient une habitude collective.
Mais Hastings sait qu'il ne peut pas se contenter d'être un diffuseur étranger. Donc pour s'implanter localement et durablement, il doit devenir producteur local. Et c'est comme ça qu'apparaît le label Netflix Original France. Les premiers pas sont prudents. Marseille, en 2016, c'est la première série française estampillée Netflix. On a quand même Gérard Depardieu, qui incarne un maire corrompu de la cité phocéenne. Alors l'ambition est grande, le budget aussi, mais le résultat plutôt mitigé. La série est moquée, j'avoue, je ne l'ai pas vue. Elle est jugée caricaturale, mal écrite. Les critiques fusent, les réseaux se déchaînent. Même Le Monde en parle. Il parle d'une série postiche. Pour beaucoup, c'est donc la preuve que Netflix ne comprend pas la culture française. Mais Hastings, encore une fois, ne s'arrête pas à un échec. Il observe, il ajuste et il apprend. Et très vite, la plateforme affine sa stratégie. Elle va s'appuyer sur les talents locaux, les producteurs indépendants, les scénaristes français. Elle va financer des projets variés, du polar au documentaire, du teen movie à la comédie romantique. Et peu à peu, elle va trouver sa voie. Planqueur, Lupin, Family Business, Balles perdues, des succès populaires qui sont ensuite regardés dans le monde entier. Et soudain, la France découvre qu'elle peut exporter sa culture via Netflix. Omar Sy, qui était déjà une star nationale, devient une star mondiale. Les séries françaises sont traduites en 20 langues, vues aux États-Unis, au Brésil, en Inde. L'exception culturelle qui était avant un rempart devient un tremplin maintenant. Le paradoxe est total. Pour défendre son identité, la France doit accepter de passer par un géant américain. No comment. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.